Et après la cathédrale de Villeneuve-les-Maguelones, nous retournons sur le site du Castellas à Sainte-Anastasie pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire du site. Sur la commune de Sainte-Anastasie, il y avait ce qu'on appelle deux castels. Il y avait le Castellas et Castelvieille que vous voyez en face, qui est une propriété privée et qui est plus vieux que le Castellas. Donc, par contre, là, au niveau langage, il faut peut-être donner le sens castel, le sens vraiment occitan du terme, c'est-à-dire village fortifié. Parce que castel, ça ne veut pas dire forcément un château. C'est souvent, en languedocien ancien, c'est castel, c'est un village fortifié. Donc, on retrouve pas mal de castels, d'ailleurs, dans la géographie du Languedoc. Ce sont des villages. Les archives des impôts, on retrouve le nom nommé Castelvieille déjà, donc ça veut dire déjà que pour eux déjà c'était un lieu qui était déjà plus ancien que Castellas, qui était lui contemporain de leur époque. Donc les fortifications qu'on voit là, donc le fort n'était pas fait comme un fort qu'on s'imagine avec 4 murailles, enfin 4 murs, des tours de partout et tout ça. Non, c'était simplement un éperon, on le voit, on est dans une boucle du Gardon. Donc les murailles faisaient une barre vraiment pour l'approche la plus facile, c'est-à-dire du côté Uzès, qui fermait vraiment la boucle du Gardon ici. D'ailleurs, la porte qui permettait d'entrer sur le site du Castellas s'appelle la porte d'Uzès. La vue est superbe sur le site du Castellas, on aperçoit les méandres du Gardon et on s'approche du pont Saint-Nicolas, qui est la prochaine étape de notre visite historique. L'histoire de ce pont qui est aussi liée à l'histoire de la commune. Alors, oui, qui est très lié à l'histoire de la commune, puisque donc ce pont, avant ce pont existait donc sur la commune, il y avait deux chemins pour traverser le territoire de la commune. Le chemin qu'on appelle des vols casaricomiques, qui partait de Nîmes et qui rejoignait Uzès et Aps dans l'Ardèche, qu'on appelait la voie helvienne. Puis ensuite, à la période gallo-romaine, la voie helvienne, le nom s'est transformé du nom de l'empereur qui les entretenait. On a eu par exemple la voie antonine, donc Antonin le Pieux, qui est un empereur qui est né à Nîmes, et donc il avait aménagé cette voie. Et parallèlement, il y avait un petit chemin qui partait de Nîmes aussi, qui était vraiment un chemin à pied, qui n'était pas un chemin à peine muletier, et qui permettait de raccourcir un peu le trajet, et qui partait de Nîmes, et qui rejoignait justement, qui passait à l'endroit où il y a le pont Saint-Nicolas, et il permettait d'aller à Uzès. C'était un peu plus rapide par rapport à où on gagnait quelques kilomètres. Donc ce pont, on a vu, on a mis 15 ans pour le construire, et il a été construit d'une manière hyper solide. C'est-à-dire que quand on est sur le site, qu'on voit la position du pont par rapport à la grande ligne droite, le Gardon Rivet, il dévalait à toute vitesse. Donc le souci des constructeurs de ce pont ont été vraiment de construire vraiment costaud. Et il a résisté pratiquement aux plus grandes crues connues, donc celle de 1740. De 1470, 1740 et celle de 2002. Donc 2002, par contre en 2002, une bonne partie du tablier est partie, mais les piliers sont restés sur place. Il a été vraiment affaibli ce pont à la fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, quand les Allemands ont quitté le coin, ils ont commencé à battre en retraite. Donc pour assurer leurs arrières, ils ont fait exploser le pont. Donc ce qui fait que ça a un peu, je pense, ça a un peu enlevé de la solidité du pont. Voilà, on y passe toujours de nos jours. On y passe toujours de nos jours. On était un peu élargi d'ailleurs. Dans la région et repartons dans l'Hérault, tout près de Saint-Guilhem-de-Désert, à Argelier précisément. Nous apprendrons la véritable origine et l'histoire du cookie. C'est la rubrique recette du jour. Nous allons à la rencontre d'un couple franco-américain qui élabore différentes recettes de cookies sucrés ou bien salés. Toute une gamme de plaisirs made in Sud à déguster. Leur secret, c'est leur fondant, un vrai délice. Qu'il soit nature, aux noisettes, aux noix, aux pépites de chocolat ou tout choco, le cookie a su au fil du temps se frayer une place de choix dans le classement des gourmandises favorites des Français. Cookie sonne avec Amérique, pourtant ce gâteau ne provient pas du nouveau continent, mais originaire de l'ancien. Si mes connaissances sont bonnes, le cookie ça a démarré dans les pays nordiques au Danemark. Donc c'est danois au départ.
On a tous le sentiment que c'est américain et que c'est forcément les États-Unis qui ont inventé le cookie, mais je pense pas que ce soit le cas. En fait, la recette de ce biscuit a vu le jour en Hollande, de la Nouvelle-Amsterdam, et importée aux États-Unis par les colons hollandais. Aujourd'hui, l'un des spécialistes du cookie dans la région, c'est lui, Marc. Il y a 5 ans, avec son épouse originaire des États-Unis, ils décidèrent de monter une entreprise dans le village d'Argelier, proche de Montpellier. Et c'est ainsi qu'en mélangeant la culture outre-Atlantique et celle du sud de la France, que naquit le cookie Made in Garrigues. Mes premiers cookies, est-ce que je me souviens au tout début? Oui, c'était laborieux parce que j'ai vraiment tout appris sur le terrain ici, en cuisine. Et c'était pas exactement les résultats que j'attendais au départ. Je voulais un cookie épais, moelleux, et puis il sortait plat, croquant. Et c'était pas le cookie que j'envisageais de vendre en quantité. Et il a fallu modifier mes recettes beaucoup au niveau des œufs, du beurre, des sucres, ajouter, retirer, jusqu'au moment où j'ai réussi aujourd'hui à obtenir le cookie, je pense, parfait. Depuis, Marc a fait du chemin et propose pas moins d'une quinzaine de variétés, autant sucrées que salées. On a développé par la suite un cookie d'apéritif. C'est notre originalité, un cookie salé au fromage, notamment notre fameux cookie au roquefort et noix. Mais aussi tapenade des chèvres, tomates séchées. Plus de doute, chez Cookie Doc, les cookies ont bien l'accent du midi. Surtout d'ici seulement les parfums. Donc noix de coco on ne fait pas parce que ce sont un fruit des îles. Donc on reste avec le pruneau, les abricots, la lavande, les noix, tout ça vient d'ici. Non, du sud seulement, uniquement. C'est le cookie à l'accent du midi, voilà. Toutes ces déclinaisons de recettes restent avant tout familiales. Chez Cookie Doc, pas de machine, mais de l'huile de coude et du naturel avant tout. Aucun additif, aucun ajout de produits chimiques ou autres. Nos cookies sont pur beurre avec de très bons sucres. De la farine aussi qui est pratiquement bio, qui vient du moulin de Soré, ici à Montpellier. Donc une farine peu traitée. Et voilà, après il y a tout le savoir-faire du chef en cuisine. Et en cuisine, Marc ne plaisante pas avec l'hygiène. On a bien des normes d'hygiène à respecter dans l'atelier. Il faut se laver les mains constamment, porter la petite Charlotte sur la tête, nos tabliers, et voilà, s'assurer constamment qu'il n'y a pas de traces d'œufs, que tout est nettoyé, que tout est propre au fur et à mesure. Si la propreté demeure l'une des exigences de Marc, il en va de même pour la cuisson qu'il surveille de très près. Le cookie, il doit être tendre, moelleux en bouche. Si on l'aime croquant, on peut le déguster et les faire croquants pour chez soi. Mais au départ, ce qui est agréable, c'est que ce soit fondant et moelleux. Voilà. Je me souviens d'une petite phrase, je ne sais plus où je l'ai entendue, et on dit « on se souvient en pâtisserie parce que justement c'est moelleux et pas croquant. On se souvient du moelleux. Quand ça croque, ça reste moins à l'esprit. Et c'est le moelleux qui va finalement nous surprendre et voilà. Et c'est ce moelleux qui permet à la société Cookie Doc d'acquérir le label Sud de France. Et c'est important pour nous, pour notre image de marque, produit local, pour bien exister localement. Ça c'est une première chose, c'est le label Sud de France nous donne vraiment une place ici dans notre région et sur Montpellier principalement. Ensuite, on travaille également, parce que le Sud de France s'exporte, travaille aussi à l'international. Donc ça nous permet aussi d'être connus un petit peu, de démarrer des ventes en Angleterre ou ailleurs. En parlant de vente, aucune boutique propre à Cookie Doc. Pour passer commande, une seule solution, le site internet. Les gens peuvent venir nous voir et acheter nos cookies ici à l'atelier, vous êtes venus, mais effectivement on vend essentiellement aux professionnels, dans les lieux touristiques. On retrouve nos cookies dans des salons de thé, dans des restaurants, des bars, ou alors ici à côté à Saint-Guilhem-le-Désert, ou au cirque de Navacelles. Voilà. Les gens peuvent nous trouver dans plusieurs endroits. Dans l'avenir, Marc souhaiterait développer l'exportation. Pour le moment, il travaille avec son épouse sur d'autres saveurs et cultive sa différence, celle qui pourrait peut-être un jour détrôner les meilleures recettes de macarons.
Patrice, on va évoquer un autre moment de l'histoire de Sainte-Anastasie. C'est l'époque de la ruée vers l'or, une époque florissante pour la commune. Pour Roussan principalement, parce que ça a permis de développer près de 40 commerces qui n'existaient pas à l'époque. Et donc cette ruée vers l'or fait suite à une décision du conseil municipal de construire le pont de Roussan. Donc cette décision a été faite en 1884. Donc une fois que le conseil municipal a voté la construction du pont, il y a des sondages, des carottages qui ont été faits à l'endroit où devait passer le pont. Et en faisant ces carottages, on s'est aperçu qu'il y avait de l'or en quantité assez importante pour être exploité et d'être assez rentable. Donc en fin de compte, les premières concessions ont débuté vers 1893. Donc c'était des concessions, chacun, les gens qui voulaient se porter candidat pour être concessionnaire, achetaient la concession. Et donc étaient soumis à des charges assez strictes. Alors au début, c'était l'opulence, parce que pour 200 000 francs de l'époque, investi, ça rapportait 3 millions pour 200 000 francs par an, ça rapportait 3 millions de francs lourds. Or, donc j'imagine qu'à l'époque, tout le monde se battait, donc il y avait des coups bas pour obtenir les concessions, il y avait des passes droits, il y avait pas mal de petits trucs comme ça. Ça s'étendait en plus sur un territoire assez large, puisque ça partait de Roussan pour aller jusqu'au donc la concession partait de Roussan et jusqu'au pont Saint-Nicolas. Donc c'était assez impressionnant, puisqu'il y avait quand même près de 14 km de rails dans le Gardon, avec la locomotive, les 60 wagonnets, l'excavatrice qui était sur rail. L'excavatrice, c'est l'engin qui prenait les galets, le sable, qui chargeait dans les wagonnets et qui apportait à la position actuellement au placère, qu'on appelle un placère, qui était placé où se trouve actuellement le pont de Roussan. Du coup, ça a creusé le lit du Gardon. Ça a creusé, ça a des millions de mètres cubes par an, donc ça a un peu ça. L'or se trouvait en plus sûrement à quelques mètres de profondeur. Donc il y a toutes les époques, comme chaque crue apportait son lot d'or, donc ça variait entre 6 mètres et 14 mètres. On trouvait l'or jusqu'à 14 mètres sur les alluvions. Donc ça durait un temps. Après, mais le Gardon reste le Gardon. Donc vous voyez là, le Gardon, là, il est sec. Donc il faut nettoyer le sable, il faut de l'eau. Donc l'eau, par chance, juste sous Roussan, il y avait 2 ou 3 sources, donc elle a pu servir un peu pour nettoyer l'or. Et puis des fois, le Gardon, il n'était pas comme ça, il était très très haut, vous avez vu les traces. Donc par contre, il emmenait tout. Donc il fallait à chaque fois reconstruire les voies ferrées, ou sortir le matériel dès qu'on pouvait avoir le temps. Donc en fin de compte, au final, au bout de quelques crues, ça coûtait un peu plus cher, puis c'était dangereux pour la population. Donc il y avait ce problème-là. Ensuite, il y a eu des problèmes de concession de gens qui se tiraient dans les pattes. Les propriétaires n'étaient pas indemnisés. La mairie, a priori, n'avait pas non plus son compte. Donc les gendarmes, il y a eu des plaintes. Les gendarmes plusieurs fois sont venus sur le site pour constater que effectivement le concessionnaire respectait le cahier des charges, et aussi qui remboursait, qui donnait une partie aux propriétaires. Bon, c'est comme c'était pas toujours bien fait. Et puis un jour, une décision du président de la République en 1901 interdit l'exploitation de l'or à Sainte-Anastasie dans le Gardon. Ça veut dire qu'il reste encore de l'or là si on creuse ? Il y en a. On en voit régulièrement. Vous avez des orpailleurs qui viennent de temps en temps, pas très légalement, puisque normalement maintenant, depuis 2006, cette partie du Gardon, du pont de Roussan jusqu'au pont du Gard, est interdite d'orpaillage.